Bonjour et bienvenue dans La Manufacture de l'acteur, le podcast. Je suis Félix Philippard, comédien, improvisateur et formateur, et c'est moi qui présenterai cette émission. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est, La Manufacture de l'acteur ? Eh bien, La Manufacture, c'est une école professionnelle pour comédiens et comédiennes dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce que vous écoutez, là, c'est le podcast pensé, créé et porté par nous, son équipe pédagogique. L'occasion pour nous de laisser la parole aux artisans de cette école, à celles et à ceux qui la font vivre et qui en sont les acteurs de tous les jours. Dans ce podcast, nous parlerons art du spectacle vivant, bien sûr, mais également pédagogie, transmission, ainsi que notre vision sur ce qu'est et doit être la formation de l'acteur en France. Nous y recevrons chaque épisode différents professeurs de notre école, qui parleront de leur point de vue, leurs attaches, et de ce qui leur tient particulièrement à cœur de transmettre à nos élèves. On y plaisantera, sans doute, on y digressera, parfois, mais surtout, nous essaierons de rester le plus vivant possible. Parce que c'est ça qu'on fait, du spectacle vivant. Alors il est hors de question de nous transformer en nature morte. Nous resterons donc vivants, et nous l'espérons, accessibles. Dans cet épisode, on va parler rythme, on va parler comédie, on va parler classique du théâtre français, on va parler vaudeville. Et pour ça, on accueille aujourd'hui Grégory Bélanger. Bonjour Grégory. Bonjour Félix. Alors Grégory, je te présente rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es comédien, tu es auteur, tu es metteur en scène, tu es notamment le directeur et le fondateur de La Manufacture de l'acteur, ce qui fait de toi mon patron. Donc Exactement. je vais être gentil. Je vais être gentil avec toi. Bah oui. Bah oui, quand même. Tu as joué dans beaucoup de pièces. En 2016, Les Poulbeaux, avec laquelle tu as monté Un chapeau de paille d'Italie, de La Biche, qui a été un succès pendant 2 ans à Avignon, je dis pas de bêtises. On a fait 2 Avignons, ouais. 2 Avignon. Et plus récemment, tu as monté une pièce dont tu es toi-même l'auteur, qui s'appelle Le Secret des Ombres, Exactement. et qui vient de terminer avec succès son premier Avignon. Tout à fait. Tu Je sais dis pas tout de de moi. bêtises. Aucune bêtise. J'ai rien oublié. Rien oublié. Bon. Pourquoi c'est toi l'invité de ce podcast aujourd'hui, Grégory ? Parce que le vaudeville, c'est ta spécialité, c'est ta petite marotte, c'est ton petit péché mignon. Alors, ce que je vais te demander, Grégory, c'est j'aimerais que tu m'expliques ce qu'est le vaudeville, comme si tu l'expliquais à quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est. Vaste question, vaste et complexe question. Le vaudeville, c'est déjà un genre théâtral un peu particulier. C'est un genre, c'est la comédie, mais qui a une particularité, c'est que c'est vraiment ancré dans le temps. C'est la fin du 19e siècle. C'est ancré aussi par rapport à des auteurs qui sont principalement Feydeau, Labiche, Courteline aussi. Et après, qu'est-ce que c'est comme genre ? C'est ce qu'on appelle la comédie de mœurs, on va dire. C'est une sorte de descendant, enfin pas de descendant, mais de parents lointains de la comédie de boulevard, ce qu'on appelle aujourd'hui la comédie de boulevard. Et la comédie vaudeville, c'est quelque chose qui a vraiment duré sur une courte période, puisque ça va vraiment sur la fin du 19e siècle, et à partir du début du 20e, le vaudeville, il n'y a plus d'auteurs vraiment qui apparaissent et qui créent des pièces de vaudeville. On entre sur un nouvel ère qui est l'ère vraiment plus de la comédie de boulevard. Donc, en fait, ce qu'on appelle le théâtre de boulevard et le vaudeville, c'est pas sensiblement la même chose, parce que souvent, on les associe. On entend des fois, qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai été voir un boulevard ou un vaudeville. Enfin, les gens mettent un peu ça dans le même panier. C'est pas la même chose ? C'est plus ou moins la même chose, c'est juste l'écriture qui diffère. C'est-à-dire que ça reste 2 périodes différentes, et donc du coup on a vraiment des écritures qui sont différentes. C'est pas le même français, c'est pas le même langage, c'est pas le même, mais ça reste la même rythmique, ça reste la même idée principale. Quand on regarde les comédies de boulevard, ça reste aussi un peu des comédies de mœurs, quoi. Le mari qui trompe sa femme, l'amant dans le placard, c'est beaucoup ça. Le vaudeville est ça, pas que ça, mais c'est beaucoup ça, et le boulevard aussi. Bien sûr, et j'y viens, c'est ce que tu dis, on a beaucoup l'image de la porte qui claque, de l'amant dans le placard, de tout ça, mais le vaudeville, c'est évidemment plein d'autres choses. C'est des ressorts comiques, c'est des ressorts dramaturgiques aussi à plein d'endroits. Tu as commencé à aborder la question du rythme dans le vaudeville. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que comment tu définirais le rythme du vaudeville ? Pour toi, si tu devais vraiment poser un terme ou une définition sur le rythme du vaudeville, tu dirais quoi ? Alors déjà, je pense que ça se joue déjà principalement parce que le vaudeville, à la base, c'est vraiment, si on reprend le terme un peu historique, je ne suis pas historien non plus du vaudeville, mais si on reprend vraiment l'histoire du vaudeville, à la base, c'est des poèmes, c'est des chansons. Et donc du coup, et après, ça s'est décliné en comédie. Et donc, les premiers vaudevilles qui ont été faits et écrits par Labiche sont des vaudevilles musicaux. C'est-à-dire qu'il y a des parties chantées. La plupart du temps, ce sont des scènes, mais il y a des parties chantées. Entre chaque acte ou entre scènes, il y a des moments musicaux.
Et donc, je pense que le rythme est lié aussi à cette musicalité qu'il y a eu au départ. Et puis, surtout parce que la comédie, de manière générale, même les comédies de Molière ou les comédies shakespeariennes, il y a un rythme à avoir. Comment dire, oui, il y a un rythme à avoir. Il y a une énergie à mettre sur le plateau. C'est vraiment une partition de musique. Le théâtre, de manière générale, et la comédie, de manière générale, il faut le voir comme une partition de musique. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, et c'est ce que je dis souvent aux élèves, c'est que c'est une horlogerie suisse. Il faut que ça soit précis, il faut que ça tombe sur un tempo. Si on est un peu en décalage, comme en musique, ça sonne faux. Et donc, c'est ce qu'il faut trouver en tant que comédien, en tant que comédienne, c'est trouver ce bon rythme-là, cette bonne énergie et ce bon tempo. Et ça, après, c'est ce qu'on appelle le travail des ruptures, ce qu'on appelle le travail des accroches, ce genre de choses qui permettent justement d'être dans le bon rythme et d'être dans le bon ton du vaudeville et de la comédie. C'est intéressant que tu parles de musicalité, parce que dans un autre épisode de ce même podcast où on recevait Clémence Carayol, elle a aussi parlé de musicalité dans le texte par rapport à la métrique anglo-saxonne dans les textes de Shakespeare. C'est quelque chose qu'en fait on retrouve très souvent, la musicalité du texte dans notre travail, le fait de faire sonner le texte de manière juste, le fait d'avoir le bon rythme, de, comme tu dis, tomber sur le bon tempo. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu une formation de musique à un moment? Pas du tout. Comment tu abordes ce truc-là? Est-ce que tu as la sensation, pour tourner ma question autrement, est-ce que tu as la sensation que c'est quelque chose d'un peu inné, ce sens du rythme, ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, qui s'acquiert, qui s'affine, et que n'importe qui peut réussir à finir par choper? Alors honnêtement, et c'est là toute la difficulté, et surtout quand on est prof et directeur d'une école de théâtre, pour moi il y a une part d'inné. Il y a une part qui est quelque chose, pas d'inné, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance et de la part de la personnalité de chaque comédien et de chaque comédienne. Ce qu'on appelle le vis comica, moi ce que j'appelle le vis comica, avoir ce ressort comique, avoir cette qualité de rythme, d'écoute, d'oreille musicale de la comédie, c'est quelque chose qui est assez inné, qu'on apprend au fur et à mesure de notre apprentissage en tant qu'homme ou en tant que femme. Quand on grandit, il y a des gens, on le sait, et ont cette capacité à être bon dans les ruptures, au quotidien, être bon dans le regard un peu comique et dans l'œil un peu acéré sur le quotidien. Et puis il y a des personnes, c'est un peu moins ça, quoi. Donc oui, il y a une part vraiment, je pense, d'inné, quelque chose qui est en nous, mais ça se travaille aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de lire, à force de voir, forcément, on aiguise notre œil, on aiguise notre oreille, et donc c'est quelque chose qui, comme tout, s'apprend. Donc oui, il y a des gens qui arrivent sur le plateau, qui n'ont jamais vraiment travaillé le vaudeville ou jamais vraiment travaillé la comédie, et ils ont, parce qu'ils ont l'œil qui frise, parce qu'ils ont cette oreille-là, forcément, ils ont des capacités, une facilité à aller dans ce genre-là, et c'est d'autant plus efficace. Une personne qui n'a pas cette qualité-là de prime abord, bien sûr, doit travailler plus. Je pense vraiment que ça se travaille, mais il y a des choses, qui font partie de chacun, et la comédie se travaille aussi par l'imaginaire et la capacité de chacun, de comédien ou comédienne, à aller au-delà du texte, à aller au-delà de la musique et à travailler l'imaginaire et à travailler son personnage. Et ça, c'est des choses aussi c'est pas un metteur en scène qui va le dire, c'est le comédien, la comédienne qui va trouver, de par son imaginaire, de par sa créativité, la manière dont il va impulser la rupture, dont il va impulser son énergie et son rythme, dont il va créer son personnage de manière globale. Tu parlais justement de rapport à la comédie. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une part liée à ce à quoi on a été un peu biberonné? Je te pose cette question-là parce que il y a des familles où on élève ces gamins en regardant des grandes comédies, des grands classiques de la comédie. Je sais, sans révéler quoi que ce soit de nos vies privées, qu'on a été élevés un peu sur ce genre de trucs, sur les œuvres du Théâtre du Splendide, sur tout ça. Il y a des familles, pas du tout, ça leur parle pas, ils sont pas là-dedans, c'est pas grave, mais est-ce que toi, tu penses, ou est-ce que tu as le sentiment que, selon comment on a été biberonné, les œuvres culturelles dont on a été abreuvé petit, ça forge notre rythme, ça forge notre, au-delà de nos goûts, mais peut-être notre sens de la lecture de ce qui se passe? Mais complètement. Moi, je pense que j'aime ce genre, et je pense que j'aime jouer ce genre parce que j'ai grandi en effet en regardant toutes les œuvres de Funès 1 milliard de fois, toutes les œuvres du Splendide 1 milliard de fois, et plein d'autres. Et donc du coup, forcément, quand on est jeune, on est aussi beaucoup dans la reproduction. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, on s'amuse après à le refaire, à être dans l'imitation. Et donc moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais refaire les scènes de Funès ou les scènes du Splendide, ou j'étais aussi un grand fan
J'avais la VHS chez mes parents et donc quand je savais pas quoi faire, je la mettais. Je mettais la VHS de Muriel Robin, par exemple. Puis après, tu mettais le crayon dans le truc pour rembobiner la Non, VHS. ça, c'était les cassettes Oui, audio. c'était les cassettes audio, c'est vrai. Mais les cassettes VHS, non, on avait un bouton qui rembobinait assez rapidement. Mais ouais, donc forcément, j'ai grandi avec ça, moi, forcément. Donc du coup, oui, j'ai reproduit seul ou devant mes parents ou devant ma sœur ou devant mes potes, je reproduisais les répliques, les scènes de toutes ces stars de la comédie qui me faisaient rire. Et du coup, on chope leur rythme, en fait. Ouais. On chope leur mimique, on chope un peu leur façon de faire. Donc au départ, on est un peu dans la parodie, on est un peu dans une sorte de copier-coller un peu plus ou moins mauvais. Et puis au fur et à mesure, on grandit, on se fait à soi-même, et puis du coup, on trouve petit à petit notre rythme, et puis surtout, on s'inspire de plein de choses. Moi, je m'inspire de plein de comédiens comédiennes de comédie qui m'ont fait rire et qui me font rire, et donc du coup, je pioche un peu à droite à gauche de manière consciente ou inconsciente. Et donc oui, je sais que parfois mes ruptures, mes mimiques, mon rythme, moi je sais que quand j'ai commencé le théâtre, parfois on me disait fais pas trop tomber le monde, par exemple. Encore maintenant, certainement, de manière inconsciente, je m'inspire un peu de ce que peuvent faire ou de ce que j'ai pu voir étant enfant, ou même encore maintenant, des grands comédiens ou comédiennes de théâtre ou de cinéma. Donc oui, je pense que le vis comica, on le développe en étant enfant, et on le développe par l'amour et l'appétence qu'on peut avoir pour ces films ou ces pièces de théâtre. Que ce soit nous-mêmes, parce qu'on a envie de les voir, parce qu'on a des VHS et qu'on se les mate les mercredis après-midi chez nous, ou parce que nos parents regardent ça, il n'y a qu'une seule télé, donc on regarde ça de manière un peu obligée pour s'occuper de regarder ça. Moi, je l'ai fait parce que j'étais passionné par ça, et qu'à Noël, je demandais les cassettes vidéo ou les DVD après de ces films-là, et que dès qu'à la télé passait un film de De Funès, de Belmondo ou du Splendide, j'étais le premier à regarder, quoi. Ouais. Et que ma manière où mes parents pouvaient me punir, c'était ça, c'était de me dire tu regarderas pas les Bronzés Fondiski mardi soir quand il passera à la télé parce que t'as pas une bonne note. Et là, je peux vous dire que je faisais tout pour avoir une bonne note pour regarder le film du mardi soir, quoi. T'as tout de suite su que tu avais une prédisposition pour la comédie, peut-être, même si t'as pas fait que ça dans ta carrière, hein, faut aussi remettre l'église au milieu du village, mais qu'est-ce qui t'a plus dirigé vers le vaudeville comme genre de comédie, plutôt que, par exemple, les comédies de Molière ou des comédies encore plus contemporaines? Pourquoi spécifiquement le vaudeville? Déjà, est-ce que ça a toujours été le cas? C'est peut-être pas vrai. Non, alors après, oui, le vaudeville aujourd'hui est un genre qui me plaît beaucoup. Après, j'ai pas une contre-indication à jouer des pièces de Molière ou des comédies de Molière ou des comédies de Shakespeare ou d'autres. C'est vrai que même. Je l'ai fait, oui, bien sûr, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir dans mes profs à Artefact notamment une femme qui s'appelle Caroline Rowe et qui était elle aussi et qui a été justement la metteur en scène du Chapeau de paille d'Italie après quand on a créé notre compagnie, qui était aussi une amoureuse du vaudeville. On s'est rencontrés avec Caroline Roux, on s'est rencontrés par rapport à ça, quoi. On a eu une rencontre en tant que metteur en scène, prof et élève, comédien. Voilà, moi j'aimais ce genre, elle me l'a fait un peu plus découvrir, et du coup elle a aussi trouvé un comédien qui aimait ce genre, et donc je pense qu'on s'est trouvé à ce niveau-là, on a eu une sorte de terrain commun de jeu par rapport à ça. Et avant Artefact, j'ai fait une école qui s'appelait le Cours Clément, qui est une école de théâtre amateur, que les gens connaissent bien, puisque c'est aussi c'est un peu le grand frère, on va dire, de la manufacture, parce que c'est le pendant de la manufacture en version amateur. Moi, j'ai fait il y a très longtemps cette école, et j'ai commencé aussi dans cette école avec la comédie, quoi. Et quand j'ai commencé le théâtre, je ne savais pas quelle était vraiment mon appétence réelle. Bien sûr, je me disais, la comédie, j'ai envie de faire ça, parce que de la comédie, il y a un rapport direct avec le public. On dit quelque chose, ça rit, tout de suite, il y a un rapport qui est direct et qui est absolu. Et en tant que comédien, il y a ce plaisir-là qui est direct. Mais quand j'ai commencé à travailler le théâtre au sein du Cours Clément et qu'il y a eu de la comédie, je ne savais pas que je pouvais être drôle sur un plateau. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire rire. Et le plaisir que ça procurait de faire rire 100, 200, 300 personnes dans le théâtre, tu fais ah oui, mais en fait c'est ça que je veux faire, quoi. Ouais. Moi je veux faire rire les gens en fait. Donc qu'est-ce qui fait rire les gens? C'est les comédies, et oui, ça va d'à peu près Shakespeare, Molière jusqu'à la comédie de boulevard, en passant donc par du Goldoni, par de la Commedia dell'arte, par bien sûr le vaudeville. Il y a cette petit plus pour le vaudeville parce que c'est le rythme, parce que c'est très direct, parce que c'est l'énergie, parce que c'est la folie, parce qu'il y a une vraie liberté aussi, mine de rien. Même si ça fait partie du théâtre classique, souvent on pense que le classique c'est un peu empoulé, etc. Mais il y a une vraie liberté en fait dans le ton. Et la preuve, quand on a monté le Chapeau de paille d'Italie, on s'est laissé une énorme liberté dans le jeu, dans l'adaptation, parce que c'est ça aussi qui est jouissant, c'est de se dire cette pièce-là a été écrite dans 1860-70 de mémoire.
comment 150 ans plus tard, on peut faire en sorte que cette pièce-là soit encore vraie, concrète, et elle peut encore faire rire, quoi. C'est ça qui est génial aussi en tant que comédien, c'est de se laisser cette liberté d'expression et de créativité dans les personnages et dans la création, quoi. C'est affreux parce que je t'écoute et quand je t'écoute, j'ai 1 milliard de questions que j'ai envie de te poser et je vois le temps qui défile. Donc je vais essayer de faire du tri dans mes questions au fur et à mesure. La première question, tu parlais à l'instant de la liberté de jeu qu'offre un terrain comme ça. Bon, je vais faire mon emmerdeur un peu, mais parce que c'est aussi mon terrain d'accroche. C'est quoi, toi, ton rapport à l'improvisation d'une part, mais surtout, c'est quoi ton avis sur la place que peut et doit avoir la liberté de jeu et l'improvisation dans un truc aussi rythmé, minuté et cadré qu'un vaudeville, parce que nous on le sait mais on le précise pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément au courant, les spectacles de comédie, tous les spectacles sont souvent très cadrés, mais les spectacles de comédie c'est du papier à musique et vraiment tout est calé à la seconde, au centimètre près. C'est quoi ton rapport à la liberté et à l'improvisation dans ce genre de création? Mais elle est totale, parce que je pense que pour un comédien ou une comédienne, il faut avoir cette possibilité de créer, sinon on est dans un rapport avec le texte et avec la pièce qui n'est pas dans le plaisir, en fait. Le plaisir qu'on peut avoir en tant que comédien et comédienne, c'est de se dire, OK, moi, quel est de par mes connaissances et de mes qualités de comédien, de comédienne, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en plus, quoi. Donc c'est important de se laisser une grande marge de liberté et de proposition. Donc en répétition, c'est important de se dire, OK, on a un cadre, on a un texte surtout, on a une situation, donc il faut bien évidemment le respecter, parce qu'il y a un auteur, et puis parce qu'on sait que ça fonctionne et que c'est efficace. Donc il faut le respecter, mais à nous de voir comment on peut légèrement un peu déborder pour faire en sorte que ça devienne encore plus dingue, encore plus drôle et encore plus efficace, quoi. Donc c'est important de se laisser cette liberté-là en répétition. Et puis après, c'est le public qui donne la vérité. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. La vérité, c'est le plateau, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire, OK, là, ce qu'on a fait, la scène qu'on propose, la mise en scène et le jeu, il est drôle. Mais si ça ne fait pas rire le public, une fois, 2 fois, 3 fois, là, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Il faut changer, qu'il faut rectifier quelque chose et qu'il faut ajuster le jeu, qu'il faut ajuster quelque chose. Donc, mais c'est important d'être proposant et de se laisser cette liberté-là, quoi. Pour moi, en tant que metteur en scène aussi, un comédien qui ne propose pas sur le plateau, qui n'est pas là, qui sert juste le texte, mais qui attend un peu la béquille, qui attend un peu que le metteur en scène le dirige, n'est pas un vrai comédien. Un comédien. Ce que disait Louis de Funès est très juste, par exemple, si je peux me permettre de faire une parenthèse par rapport à De Funès dans la comédie. Fais donc. De Funès disait, en réalité, un metteur en scène ou un réalisateur, il devrait juste dire la situation, elle est telle qu'elle est, le cadre, il est tel qu'il est. Maintenant, amuse-toi, bien sûr, mais surtout propose, fais. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, la vérité aussi du théâtre, c'est de se dire, OK, le cadre, il est là, le texte, il est là parce qu'on a un texte, il est Labiche, il est Feydeau, il est Courteline, il est qui on veut, Shakespeare, peu importe. Mais le cadre, il est là, et maintenant, à vous d'être proposant et de faire ce que vous voulez, comme vous le sentez, quoi. Et pareil, je fais une autre parenthèse, quand on a monté le Chapeau de paille d'Italie, à un moment donné, en répétition, avec une des comédiennes qui s'appelle Camille Ludig, on est sur une scène et à un moment donné, je pars un peu en improvisation et elle me suit. C'est aussi le talent aussi des comédiens, surtout en impro, c'est de suivre et d'être dans l'écoute de ce qui se passe. Ça nous amuse et puis il y a nos camarades qui regardent. À ce moment-là, il y a juste nos camarades de jeu qui nous regardent. C'était en répète? C'était en répète, ouais. Et ça les fait beaucoup rire. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, ça? Parce que c'est une scène où, en fait, j'imite des instruments de musique et elle se marre. Et plus elle se marre, plus mon personnage a envie de faire des instruments de musique, de mimer des instruments de musique. Jusqu'à un moment donné où elle se marre tellement qu'elle part en espèce de fou rire et mon personnage joue sur le fait, OK, elle est complètement cinglée, celle-ci. Et donc, j'en rajoute et je fais même n'importe quoi. Je peux même faire juste comme ça avec mes mains. Enfin, on le voit pas, c'est un podcast, je suis un peu bête. Juste, je fais une espèce de marionnette avec mes mains. Donc, c'est un instrument qui n'existe pas. Elle se marre. Donc, à un moment donné, je pars dans un délire et voilà, elle suit le truc. En répétition, ça marche. On le propose à la metteur en scène qui dit OK, on le garde, on le verra, on le proposera en jeu. On le fait à la première de la pièce. Les gens se marrent et les gens applaudissent cette proposition. Et là, en tant que comédien, c'est bien évidemment hyper jouissif. Parce qu'on se dit, OK, c'est quelque chose qui n'était pas écrit, qui n'était pas proposé par l'auteur. Et nous, on en a fait quelque chose d'autre. Et en plus, ça fonctionne. Les gens ont aimé ça, quoi. L'improvisation, du coup, dans la création est hyper importante, puisque la preuve, parfois, quand on laisse la liberté d'improviser quelque chose, derrière, ça fait des choses qui peuvent être extrêmement efficaces et extrêmement drôles. Et c'est bien parce que je pense que à la Manufacture de l'acteur, c'est le point commun, je pense, de toute l'équipe pédagogique que tu as rassemblée. C'est, je pense, qu'on laisse cette liberté aux acteurs et aux actrices qu'on dirige. Et quand on les met au plateau, on leur laisse
cette possibilité-là. Et la saison dernière, donc sur notre saison 2021-2022, c'est toi qui as emmené les troisième années sur le Festival d'Avignon, parce que les troisième années, le dernier trimestre, montent un spectacle qui vont jouer tous les jours au Festival d'Avignon. C'est toi qui les as emmenés l'an passé. Tu leur as fait justement monter un vaudeville. Tu leur as fait monter quoi ? La Dame de chez Maxime. De Feydeau. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont cartonné pendant tout le Festival d'Avignon. Ils ont été complets une bonne partie des dates. Ils ont super bien bossé. Ils étaient 6, 7 6. Et à 6, ils ont tenu le festival pendant un mois. Ah oui, ils ont été merveilleux et extrêmement... vraiment, parce que c'est à la fois un genre qui demande énormément d'énergie sur le plateau. Un mois de festival, c'est extrêmement fatigant. Et franchement, ils ont assuré comme des vrais pros cette pièce où ils ont fait quasiment complet quasiment tous les soirs. Et je pense qu'ils peuvent être très contents et très fiers du résultat et de leur festival. C'était moi qui étais en effet attitré pour faire la mise en scène des troisième années cette année à Avignon. Et puis j'ai réfléchi longuement à savoir quoi monter. C'est toujours un casse-tête, bien sûr, en tant que metteur en scène, de se dire, OK, là, j'ai tant de comédiens, j'ai des contraintes, parce qu'à Avignon, forcément, il y a plein de contraintes quand on choisit une pièce. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais quelque chose qui est hyper efficace, c'est bien évidemment le vaudeville. Et puis quelque chose que j'aime faire et que j'aime monter, c'est le vaudeville. Ça. Et donc du coup, je me suis dit, OK, si on te voit un peu dans les vaudevilles, qu'est-ce qui pourrait leur correspondre ? Et très rapidement, c'est imposé la Dame de chez Maxime. Et puis même pour eux, parce que les élèves me connaissaient, ça fait quand même du coup 3 ans qu'ils étaient à l'école, ils connaissaient aussi mon amour pour le vaudeville et pour la comédie. Et quand ils ont su que c'était moi qui allais faire la mise en scène, ils m'ont tout de suite dit, nous, on aimerait beaucoup que tu nous fasses quelque chose de l'ordre de la comédie et du vaudeville. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé à l'école. On a répété pendant 2 mois. Ça a été bien évidemment, comme toute répétition, il y a eu des moments de doute et des moments de plaisir, de franche rigolade. Puis c'est ça aussi qui est compliqué dans la comédie quand on monte la comédie. C'est-à-dire que à force de répétition au départ, ça nous fait rire. Ouais, et au bout d'un moment, et puis, tu supportes plus le truc. Ça nous fait plus rire. Ouais, quoi. ouais. Tu te mets à douter, à penser que c'est pourri. Tu te dis, mais pourquoi ça nous fait plus rire ? C'est parce qu'on l'a vu 10 000 fois et donc ça nous fait plus rire ? Ou parce que vraiment là, on devient mauvais et voilà. Et donc on se pose plein de questions. Et donc c'est pour ça qu'il faut très vite, la comédie, il faut très vite le confronter au public. C'est rigolo parce que dans un autre épisode de ce podcast, on parlait du rapport de spectacle vivant, du fait de vraiment faire un spectacle vivant qui est en participation avec le public. Et ce que tu dis résonne et se met en écho avec ça. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas faire comme si le public n'existait pas, encore moins en comédie. On est vraiment obligé de se mettre en dialogue avec notre public, parce que si on sent que ça prend un petit peu, on va devoir aller les chercher un peu plus. Si on sent que ça prend très bien, on peut surfer là-dessus, etc. Pour des élèves, c'est pas forcément quelque chose de simple. Comment tu abordes ce rapport au public avec eux, toi, quand tu les fais bosser ? Alors moi, je leur dis, au théâtre, surtout quand on travaille de la comédie, je dis, il y a 2 écoutes à avoir. L'écoute qu'ils savent et qui est le majeur, c'est l'écoute de son partenaire, l'écoute de ce qui se passe sur le plateau. Mais je leur dis, c'est important aussi d'avoir l'écoute du public. C'est-à-dire que d'être vraiment attentif à ce que fait le public et ce que dit le public. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est le public qui nous donne la vérité, qui nous donne le ton juste. Après, c'est ce qu'on dit aussi souvent, ça dépend tellement du public. Il y a des publics qui sont un peu plus froids, c'est pas pour autant qu'ils passent pas un bon moment, mais ils n'ont pas un rire extrêmement vocal. Mais au bout d'un moment, si sur une même scène, ça ne rit pas et ça ne fonctionne pas, là, en effet, il faut corriger le tir. Donc c'est hyper important d'être à l'écoute du public et d'écouter les réactions du public. Donc c'est être un peu, vraiment un numéro d'acrobatie un peu particulier, parce qu'il faut vraiment être hyper attentif à plein de choses, il faut vraiment être ouvert à ouvrir l'écoute à plein de niveaux. Et puis après, je leur dis, en effet, c'est important de laisser le public rire. Ils sont là pour passer un bon moment, ils sont là pour rire. Et donc, si on leur coupe la chic quand ils rient, au bout d'un moment, ils n'auront plus envie de rire. Et donc, ils passeront un moins bon moment. Donc, c'est toujours un numéro un peu acrobatique où parfois les scènes sont un peu en suspens, dans une respiration un peu en suspens, parce qu'on laisse justement le public respirer, on laisse le public rire, et on laisse le public aussi, parce que ce qui est aussi compliqué dans le vaudeville, c'est qu'il y a énormément d'informations. Parce qu'il y a l'amant dans le placard, mais il y a tous ces quiproquos qui, à un moment donné, s'entremêlent, s'entrecroisent. On ne sait plus qui c'est quoi, qui fait quoi, qui est qui. Et donc, c'est aussi un moment important de laisser cette respiration au public, de se dire, OK, là, je viens de donner une information importante, ça vous fait rire, et en même temps, de vous faire rire, essayez de bien mûrir l'information. Et si vous ne suivez pas bien la pièce, du coup, dans une scène ou deux, le prochain ressort comique, vous ne l'aurez pas sinon. Donc voilà, c'est important d'être hyper à l'écoute. Finalement, toi, en fait, en tant que metteur en scène sur ce genre de spectacle-là, tu te places presque autant comme un metteur en scène que comme un chef d'orchestre qui va veiller à ce que les corps sonnent juste et à la bonne hauteur par rapport
aux cordes ou ce genre de choses. Et toi, c'est ce rapport-là, en fait. Tu veilles à ce que tout s'entende et à ce que tout prenne la bonne place. Oui, de toute façon, je pense qu'un metteur en scène, que ce soit en comédie ou autre, c'est une sorte de chef d'orchestre. On est là pour faire en sorte que tous les corps de métier, tous les comédiens et comédiennes qui sont sur un plateau puissent complètement vivre en harmonie sur le plateau et que la pièce puisse vivre et aller jusqu'au bout. Donc oui, on est une sorte de chef d'orchestre parce qu'en plus, il y a cette musicalité-là. Donc je trouve que le parallèle et l'image est très belle. Mais oui, c'est exactement ça, quoi. Bon, Grégory, on va passer aux questions qui fâchent. Oula, On va passer aux questions. Attention. ça fâche. Ouais, là, ça fâche. Là, On n'est pas content. Là, on déconne plus. On va poser vraiment les vrais sujets. Est-ce que le vaudeville, c'est pas un peu dépassé? Pour le dire autrement, et pour le dire pour le coup un peu sans connerie, est-ce que tu penses que et c'est une vraie question, est-ce que tu penses que c'est un genre qui va continuer de beaucoup se jouer? Et si oui, pourquoi? Pourquoi tu penses que les gens continuent d'avoir cette appétence pour ce style-là, qui, comme tu le disais au tout début de podcast, est quand même super daté, historiquement parlant? Ouais. Oui, je pense que le vaudeville a encore de très belles années devant lui parce que la mécanique du rire, elle est hyper efficace, quoi. Quand on regarde des pièces de Feydeau, par exemple, si je prends Feydeau, qui pour moi est un peu le maître du vaudeville, quand on regarde une pièce comme par exemple Un fil à la patte, qui ouais, pour moi aussi une de ses meilleures pièces, il y a une mécanique qui est absolument extraordinaire. C'est d'une précision incroyable dans l'écriture. Après, oui, en effet, c'est des textes qui sont inscrits dans une époque. En effet, il y a des moments où c'est un peu empoulé. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qui sont un peu empoulées, qu'on n'utilise plus, et donc qui sont pour nous un peu complexes à comprendre. Typiquement, dans La Dame de chez Maxime, le personnage principal dit souvent « Et allez donc, c'est pas mon père ». Oui. Et donc, à l'époque, ça devait être une expression extrêmement familière, extrêmement connue, extrêmement utilisée. Aujourd'hui, plus personne n'utilise cette expression. Et donc, c'est vrai que pour nous, quand on a commencé à travailler la pièce, on a essayé de trouver des parallèles pour qu'on puisse bien la comprendre. Et puis surtout, on a essayé aussi de faire en sorte que le public qui ne connaît pas la pièce puisse vraiment comprendre pourquoi, là, d'un coup, elle dit « Allez, donc, c'est pas mon père ». Quoi. Et puis, il y a aussi, moi, quand j'ai travaillé, par exemple, sur le chapeau de paille d'Italie, c'est pas raciste, mais il y a aussi des mots, des termes qui sont racistes, parce que c'était ancré, voilà. Ça appartient à une certaine Bien époque, sûr, à une certaine ils utilisent, culture. dans la pièce, ils utilisent le mot nègre, par exemple. Mais pour eux, nègre, à ce moment-là, c'était une personne de couleur. Et c'était même pas ça, de mémoire, c'était une personne qui travaillait, qui était, je sais plus quel mot aussi ils utilisaient, mais qui aujourd'hui est un mot raciste, qui est un mot vraiment à connotation raciste qu'on n'utilise plus. Mais à l'époque, c'était pas du tout gênant, quoi. C'était pas du tout. Donc, en effet, aujourd'hui, quand on travaille sur un vaudeville, à moins d'en faire vraiment quelque chose de très classique, mais en général, les vaudevilles sont un petit peu modernisés. Bah, d'ailleurs, La Dame de chez Maxime, que tu as adapté avec les 3e années, tu l'as complètement décalé. Tu as mis ça dans les années 70, dans une version hyper colorée. 60, pardon, mais j'étais pas né. Vous non plus, d'ailleurs, dans les années 70. Non, j'étais pas né dans les années 60, ni 70, oui. Et c'était très coloré, avec des costumes flash, etc. Ça aurait presque pu s'appeler Mamma Mia, d'ailleurs. Et tous ces décalages-là, c'est aussi là le moment où toi, tu as un boulot de compréhension avec les élèves à faire en amont. Pour toi, c'est quoi le principal intérêt de faire travailler ce genre-là aux apprentis comédiens aujourd'hui? Parce que le vaudeville est pour moi, on va dire, la référence en termes de comédie. Pour moi, tu es un bon comédien de vaudeville, tu sais jouer tous les genres de la comédie. Et puis la comédie est pour moi le genre le plus dur à jouer en tant que comédien. Parce que ça demande une rythmique, ça demande des ruptures, ça demande une créativité, ça demande une précision qui est hallucinante. Donc pour moi, en général, quand je vois un bon comédien de comédie, je me dis c'est que il a déjà un bon bagage, c'est déjà un bon comédien. Et puis parce qu'aussi, mine de rien, aujourd'hui, dans toutes les créations qui se font à Paris, à Avignon ou en France en tout cas, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est quand même beaucoup de comédie. Donc un jeune comédien qui sortirait d'une école de théâtre sans avoir vraiment abordé la comédie, bah derrière il a un petit peu il lui manque un truc, ouais, parce que il y a quand même beaucoup de comédies qui se jouent.
Et puis au-delà de ça, c'est que ça reste des textes sur la vie, sur le quotidien. Et donc dans la vie, dans le quotidien, il y a de l'humour aussi, il y a de la comédie, il y a de la joie. Et donc il ne faut pas jouer tous les textes comme si c'était de la tragédie de Racine ou shakespearienne ou des trucs où on va tous s'ouvrir les veines. Amusez-vous à vous dire, ok, là le texte parle de ça, mais pourquoi on le dirait pas avec du second degré, avec de l'ironie ou avec un soupçon de comédie. Donc c'est important d'avoir aussi cette idée-là dans la tête et de se dire, ok, j'y rajoute un peu de comédie, un peu de rupture dans mon jeu. C'est ça aussi, c'est que déjà c'est très beau ce que tu dis, mais il y a beaucoup, on en parlait aussi avec Clémence dans son épisode, mais il y a beaucoup le rapport au sérieux du texte chez les apprentis comédiens et comédiennes. Souvent, bien sûr. Ils sont persuadés que tout doit être joué très sérieusement, très premier degré. Et en fait, c'est aussi de leur apprendre qu'il y a des textes qui sont écrits pour être joués avec un décalage, avec une rupture, avec un second degré. C'est super important de comprendre ça, de comprendre encore une fois ce rapport au spectacle vivant et à l'échange qu'il y a. Et quand on regarde les grandes tragédies de Shakespeare, il y a toujours 2 personnages de comédie. Bien sûr. On regarde Hamlet, par exemple, les Fossoyeurs sont des personnages de comédie. Et donc, il faut des comédiens pour jouer ces personnages-là. Quand on regarde Roméo et Juliette, un personnage comme Mercutio est un personnage qui peut être très drôle, très en décalage justement avec la situation. Et d'autres, et plein d'autres. Donc, c'est important de travailler ce genre-là, parce que ce genre-là est utilisé dans tous les genres. Et même un personnage qui peut être de A à Z de tragédie, par exemple Hamlet, parfois Hamlet peut jouer sur l'ironie, peut jouer sur le second degré, peut jouer sur des ruptures. Et donc, du coup, ça, il faut les travailler, il faut savoir les jouer. On arrive à la fin de ce podcast, Grégory, mais j'ai une dernière question. Oui, je suis tout oui. Et attention, là, je vais mettre les pieds dans le plat. Au tout début de notre podcast, tu disais que les textes de vaudeville, à la base, il y avait des parties musicales. Oui. Dedans, il y avait des parties chantées. Un chapeau de paille d'Italie que tu as monté avec ta compagnie Les Poulbeaux en 2016, je l'ai vu. Et il y avait les parties chantées que vous avez maintenues. Vous chantiez à plein de moments dans le spectacle. Ça m'amène à ma dernière question. Grégory Bélanger, est-ce que tu te considères comme un puriste ? Je sais pas. Après, oui, je sais pas. Mais en tout cas, en effet, sur le chapeau de paille d'Italie, il y avait beaucoup de parties chantées. Nous, on en a retiré parce que à la base, la pièce dure 2h30, bien 2h30. Nous, par rapport aux contraintes qu'on avait de production et avignonnaise, etc., il fallait que la pièce fasse 1h30. Donc on a dû cutter, on a cuté aussi dans les chansons, mais on en a gardé plusieurs, aussi pour des raisons de pur plaisir de comédien, parce que c'est aussi extrêmement plaisant de chanter, de danser sur le plateau, et en plus c'est des chansons qui sont complètement décalées, etc. Donc c'est aussi un pur moment de plaisir de faire ça, mais aussi parce qu'en plus les chansons parfois amenaient des informations sur l'intrigue de la pièce. Donc si on les enlevait, on comprenait rien, ou il aurait fallu réécrire une scène pour qu'on puisse comprendre. Comme le chœur antique dans les tragédies grecques, exactement. Le Coryphée qui venait faire un petit récap de ce qui s'était joué juste avant. Exactement. Donc t'es un puriste. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui. C'est, quand on est passionné, on a envie aussi de respecter l'œuvre, on a envie de respecter les règles quelque part qu'un genre nous impose. Donc sur le chapeau de paille d'Italie, ou que ce soit même sur la Dame de chez Maxime, on s'est attelé, enfin je me suis attelé quand même à faire en sorte qu'on reste dans le cadre de ce qu'est un vaudeville, et des contraintes et des règles qu'il y a quand on monte un vaudeville. C'est hyper important. Merci Grégory. Merci à vous, pour Félix. Ce témoignage. Et puis écoute, je vais pas faire comme si on se quittait maintenant, parce qu'en fait on bosse dans les mêmes locaux là en ce moment. Donc, là on se retrouve juste après. Là on se retrouve dès que le podcast est terminé. Je le rappelle, t'es directeur de la Manufacture de l'acteur, t'es comédien, t'es auteur, t'es metteur en scène. Et ça veut dire que les potentiels élèves qui voudraient s'inscrire à l'école, c'est toi qui vont avoir au téléphone. Ils auront déjà le luxe d'avoir entendu ta voix. Pouah, quel luxe. Ils peuvent failloter au téléphone. Exactement. Pour en dire, j'ai écouté votre podcast, j'ai adoré, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et là ils seront pris tout de suite à la manuf, bien sûr. Merci Grégory. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode de La Manufacture de l'acteur, le podcast imaginé par Clémence Carayol et Emeline Paulet, et présenté par Félix Philippard. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.